Voilà, merci de nous rejoindre sur cette rubrique, l'hebdo des éditorialistes. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, les représentants des centrales et confédérations syndicales sont désormais persona non grata au sein du Conseil économique et social. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la modification de la loi organique de cette institution. Modification intervenue il y a quelques semaines en arrière ou quelques jours en arrière, une réforme qui suscite déjà un tollé dans le rang des concernés. Eh bien, nous verrons avec les analystes en place ce qui fait ce remous, et puis nous verrons également la composition du nouveau Conseil économique et social. Mais avant d'aborder ce sujet, nous parlons des résultats du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024, 89,67%, c'est le taux d'admis, soit une hausse de 7 ou 8% comparativement à l'année écoulée. Et donc, pour faire le débat avec moi, j'ai déjà mes confrères autour de moi en plateau. Voilà, Gabin Goubi. Gabin, bonjour. Bonjour Marcus Koudianoumé, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, également en plateau Dieudonné Soulavi. Dieudonné, bonjour. Bonjour mes chers confrères, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la télé e-télé. Merci. Voilà, un plaisir pour moi de vous retrouver également sur ce plateau. Troisième invité, il a nom Yves Patrick Loco. Yves, bonjour. Bonjour mon cher ami et merci pour l'invitation. Bonjour également aux téléspectateurs de e-télé. Voilà, merci de nous avoir fait donc l'honneur de répondre une nouvelle fois à cette invitation. Vous êtes journaliste à la Société de radio-télévision du Bénin, voilà, SRTB. Il faudrait qu'on s'habitue à cette nouvelle dénomination désormais. Oui, c'est la SRTB, mais plus Radio Bénin, puisque c'est les marques qui sont plus mises en avant. Voilà. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec le premier sujet, celui du certificat d'études primaires avec les résultats qui sont tombés depuis jeudi, vendredi dernier. Donc, soit un taux qui tourne autour de 89,64%. Je le disais en introduction. Dieudonné Soulavi, on note une hausse de 8% comparativement à l'année 2023. Oui, merci Marcus. Il faut dire que depuis un certain temps, les résultats aux différents examens ont connu une nette progression. Et pour cette année particulièrement, quand on analyse un peu la performance, on peut déjà dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous pouvons déjà dire que le travail, sinon les réformes engagées par le gouvernement ont commencé par porter ses fruits. Et il faut évidemment saluer l'engagement, sinon la détermination de tous les acteurs impliqués dans le processus. Et également remercier ses apprenants et ses parents qui ont quand même compris l'enjeu et qui essaient quand même de faire un travail afin que de plus en plus l'examen, sinon le diplôme CEP puisse quand même avoir une connotation, un nom digne du Bénin. Voilà. Merci. Oui, Gabin Goubi, presque 90% pour cet examen. Est-ce qu'on peut dire que, bon, l'essentiel a été fait ou... Oui, un résultat encourageant. Je pense que c'est à l'actif de tous les acteurs de l'école, tous ceux qui contribuent à ce qu'on atteigne ces chiffres-là. Je pense que c'est l'occasion de les remercier, que ce soit les autorités en charge des secteurs de l'enseignement, à commencer par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, le ministre Aliman Karimou, et tous les cadres à divers niveaux, et également les enseignants, surtout qui font d'énormes sacrifices, un clin d'œil spécial aux AME qui, malgré les conditions qui leur sont faites, font l'effort, n'est-ce pas, de donner le meilleur d'eux-mêmes
Je pense qu'ils sont également, ils peuvent également revendiquer à juste titre ce succès-là, ce fort taux de réussite. Je pense que c'est à l'actif, n'est-ce pas, des parents d'élèves également qui consentent d'énormes sacrifices et également des apprenants eux-mêmes qui sont là, et c'est eux justement qui sont attentifs à tout ce qui leur est enseigné dans les classes. Je pense que les résultats qui sont enregistrés de plus en plus à l'issue de ces examens-là sont la résultante, Dieudonné l'a dit, de nombreuses réformes qui ont été opérées dans le secteur de l'éducation. Moi, j'ai remarqué particulièrement qu'en dehors de l'année 2016, où on a connu... des réformes sur lesquelles on reviendra. Je vais faire rapidement d'abord. Oui, non, je veux d'abord souligner qu'en 2016, on a connu un taux de 39 et quelques %. Je pense que c'est l'un des taux les plus bas à l'examen du certificat d'études primaires. Beaucoup ont dit que ce n'était pas compréhensible, que le niveau de l'école était quasiment bas à ce niveau-là. Donc, il a fallu qu'on recadre les choses pour que les résultats aillent crescendo au fil des ans. On reviendra, comme vous l'avez dit, sur ces différentes réformes. Oui, et Yves-Patrick, locaux, motif de satisfaction, presque 90%. Et pourtant, il y a encore quelques années en arrière, on a fait quand même 100%, je dirais. Presque 100%. Oh, 100%. Et 89,67% sur le plan national. Je constate que d'autres départements, enfin certains départements sont allés au-delà de 90%. Voilà, oui. Donc c'est le lieu de, au risque de répéter deux autres confrères, c'est le lieu de remercier et de féliciter toute la chaîne d'organisation de cet examen-là, le CEPE. C'est vrai que j'ai mon opinion par rapport au certificat d'études primaires. Je lisais. C'est quoi votre opinion? Mon opinion, c'est que je lisais un post il y a quelques jours où quelqu'un a dit qu'il était au CM2, il était parmi les meilleurs quand il y a eu l'année blanche ici au Bénin en 89. Ce qu'on a fait, c'est de les faire passer quand l'école a repris en 6e, quitte à ce qu'on les ramène composés après au CEPE. Donc ce que moi je pense du CEPE, c'est qu'on peut faire passer les meilleurs élèves du CM2 et ne plus leur faire passer cet examen. C'est juste une formalité. Voilà. Une formalité pour avoir les 100% d'admis. Pas forcément, mais les meilleurs en classe, c'est vrai que parfois les meilleurs échouent. Si vous êtes meilleur, il n'y a quand même pas de raison. Non, parfois. Puisqu'on dit que l'examen, c'est pour l'élève moyen. Oui, mais parfois, c'est vrai, l'examen, ce n'est pas un concours, mais des élèves brillants échouent parfois à des examens et on constate que ceux qui ne travaillent pas, il y a certains qui ne travaillent pas du tout, mais qui font la surprise et qui réussissent aux examens. Voilà. Donc, pour le CEPE, c'est vrai que le débat a été entamé, a été avancé il y a quelques années sur la suppression de cet examen-là. Je crois que les réformes peuvent nous amener à cela. Voilà. Oui, Dieudonné Solabi, il a commencé par le dire tout à l'heure, Yves-Patrick, locaux, certains départements ont donné 95%, c'est le cas donc du département de Plateau, voilà, qui est donc premier sur le territoire national. Ensuite, il est suivi du département du Borgou, 94,60%, de la Donga, 96%, et le littoral, peut-être qui vient en 4e position, 91,89%. Lorsqu'on voit de façon globale la hiérarchie, parlant donc de pourcentage, qu'est-ce que cela vous inspire? Ah oui, parlant du pourcentage, on peut quand même, au niveau de chaque département, dit que bon, le travail, sinon le suivi a été fait. C'est ce qu'on peut quand même s'attendre de cet examen, vu tous les efforts qui ont été fournis, je l'ai dit tantôt. Mais ce que je crains au niveau des examens, même si on est arrivé à 89,67%, cela ne veut pas dire que le niveau y est. Quand on voit aujourd'hui le niveau des apprenants, quand ils viennent en 6e, c'est-à-dire au collège, ce n'est pas ça. On constate que le niveau n'est pas, ne reflète pas quand même le pourcentage que nous avons chaque année.
Et cela est dû à quoi? Mais naturellement, nous avons le nouveau système qui est venu quand on parle. Moi, par exemple, quand j'étais au cours primaire, j'avais fait dictée de CI jusqu'à CP ou BC1 jusqu'au CM2. Au collège, j'ai fait dictée, mais il n'y en a plus. Cela fait que les enfants, les apprenants aujourd'hui, ne cherchent plus à faire de lecture. Ils ne lisent plus. Donc, c'est... Quand on voit aujourd'hui même, je prends le cas des établissements publics, il faut noter que quand on va trier et chercher à faire le distinguo, on va constater que le pourcentage au niveau, général, sur le plan national, c'est beaucoup plus quand même au niveau des établissements privés. C'est eux qui fournissent d'énormes efforts. Moi, j'ai fait un travail il y a de cela 2 semaines sur un établissement privé. Il y a l'anglais déjà qui est en cours et qui est pratique. Quand vous vous posez une question à un apprenant qui apprend déjà l'anglais au cours primaire, vous allez voir que c'est pratique. Mais quand on prend un élève du coup des établissements publics, ce n'est pas ça. Même l'accent n'y est pas. Donc déjà, il faut commencer par taper sur ces points, essayer de mettre la rigueur. Sinon, on aura taux de pourcentage, même 100%, mais le niveau n'est pas. Donc cela pose un véritable problème. Oui, Gavin Goubi, on parle des pourcentages entre ces différents départements. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes réalités comme on le dit. Je pense que le ministre a été clair, je ne sais plus, il y a quelques années en arrière, on ne classe pas selon les départements. Mais par le passé, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains départements qui tiennent très souvent la dragée haute. Aujourd'hui, on a des départements qui sortent un peu du lot, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui, je pense que cette interdiction de classement des départements et autres là, c'est juste pour interdire pour éviter des frustrations ou des commentaires désobligeants qui pourraient créer, n'est-ce pas, d'autres situations pour montrer que peut-être certains enseignants ne se donnent pas à la hauteur de ce qu'ils font. Mais quand vous avez les pourcentages, écoutez, ce n'est que 12 départements, c'est facile donc de se faire une idée des départements qui sont passés en tête et d'autres qui sont encore à la traîne. Mais globalement, quoi qu'on dise, les pourcentages reflètent le niveau de notre école. Écoutez, ça peut être, on peut peut-être prendre en compte d'autres paramètres, mais aujourd'hui on peut estimer que le niveau est globalement bon. La plupart des départements sont au-delà, au moins de 80%. Le dernier département que je ne vais pas prendre le risque de citer ici a quand même obtenu 82%. Donc c'est déjà important en termes de performance, je pense, pour le niveau de l'école. Je pense qu'il faut une fois encore dire qu'il y a peut-être des choses à faire, et ça c'est réel. J'ai envie de donner peut-être un peu du programme. Il veut parler du nouveau programme que le débat... Est-ce que c'est toujours un nouveau programme? Il y a déjà un programme intermédiaire, c'est ça j'allais dire, parce que dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, les dictées matinales sont revenues. Il y a quand même certaines matières sur lesquelles on met l'accent. Je pense que c'est un programme intermédiaire qui est de plus en plus adopté aujourd'hui. Et vous voyez que chaque jour, ou bien à chaque rentrée scolaire, il y a de nouvelles adaptations qui sont apportées au programme, des modifications qui sont quand même apportées pour permettre à ce que les élèves aient un niveau optimal. Et par rapport à ce qu'on a remarqué dans les années 2000 à l'avènement de ce programme-là, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça va. Les élèves, ils s'en sortent plus ou moins et les résultats se ressentent au fil du... Quand vous allez au BPC, quand vous voyez également le bac, je pense que, enfin, on peut... Ce que nous enregistrons à la fin de l'année est plus ou moins acceptable pour le niveau de l'école. Et il faudrait que les autorités veillent et travaillent à renforcer davantage cet acquis. Voilà, oui, Patrick Loco, vous le disiez tout à l'heure, il y a cette polémique, c'est vrai, de l'utilité encore du certificat d'études primaires, mais quoi qu'on dise, il faut quand même retenir qu'il y en a qui, à partir de ce diplôme, arrivent à pouvoir passer des tests à des niveaux encore plus bas. Donc, cela voudra dire que c'est toujours important. Mais lorsqu'on se focalise sur les chiffres, est-ce à dire que, bon...
on est déjà dans le meilleur des mondes. On n'est pas dans le meilleur des mondes puisqu'on n'est pas à 100%, encore que dans certains pays, même ce taux-là peut faire envoyer un ministre à la maison. Donc on n'est pas encore à 100%. C'est de prier ou bien c'est de souhaiter que nous évoluions vers 100%. Ça va créer également des problèmes plus tard parce que les structures d'accueil, c'est-à-dire les collèges et autres, pour les parents qui n'ont pas les moyens de payer un cours privé pour leurs enfants, donc ça va créer d'autres problèmes si tous les élèves, tous les écoliers, j'allais dire, qu'on a eu au CM2 doivent aller en 6e. C'est vrai que même ceux qui sont admis, tous ne sont pas appelés à faire le collège. Il y en a qui iront en apprentissage, il y en a qui vont peut-être quitter le Bénin avec leurs parents. Donc, le problème de place se pose toujours et il faut qu'on commence par y réfléchir. J'ai vu également, en fouillant un peu les réseaux sociaux dans la semaine écoulée, enfin, juste après les résultats du CEPE 2024, j'ai vu des élèves d'une école, des écoliers d'un cours primaire dont la photo a été postée sur Facebook notamment. Et on a vu l'école qui était en matériaux précaires. Ils ont fait 100% l'année dernière. Une école publique? Une école publique primaire, 100%. Et des gens qui sont allés leur faire des dons l'année dernière, donc, ont demandé aux élèves qui étaient au CM2 de faire l'exploit comme ceux de l'année dernière. Et après, à la proclamation des résultats, on constate que c'est 100% également qu'ils ont donné, malgré l'état de leur école, malgré la zone déshéritée dans laquelle ils sont. C'est dire que des efforts se font et je remercie une fois encore la chaîne d'organisation de cet examen-là, mais il faut qu'on pense aux structures d'accueil après le CM2. Voilà, après le CM2, Dieudonné Eslabi, Gabin le disait tout à l'heure, il a commencé par le dire, les réformes, oui, il faut quand même retenir que de plus en plus, nous avons des années scolaires assez paisibles, plus de grèves, cela contribue quand même à booster ces résultats dont nous parlons. Voilà, parlant bien sûr des réformes, je pense que comme l'a dit mon prédécesseur, l'État doit aller de l'avant, l'État doit davantage travailler à cela. Et quand on parle, peut-être on prend le cas des établissements, des zones déshéritées, et il reste beaucoup à faire, comme il vient de le souligner. Des établissements qui végètent encore dans des matériaux précaires, il faut y arriver. Et parlant aussi des réformes, je pense que la situation des enseignants, je veux parler des AME bien sûr, pourquoi ne pas peut-être penser à ceux-là qui travaillent dans des zones déshéritées, voient quand même un traitement particulier à ceux-là. Mais je pense que cela existe pour ceux qui sont dans ces zones, il y en a qui reçoivent des primes quand même spéciales. Bien sûr, mais il y a quand même, vous savez, c'est pas seulement au nord ou bien c'est pas seulement dans l'Ouémé, il y a des zones déshéritées. Et je prends le cas de Cotonou ici. Même dans le littoral. Dans le littoral, il y a des zones déshéritées. Voilà. Donc, il y a des collèges. Voilà, donc c'est de ça que je parle. C'est pas seulement dans les zones reculées, je parle au nord où on peut avoir quand même ces genres de situations. Donc l'État doit travailler davantage à parfaire ces réformes, à faire en sorte que les diplômes reflètent réellement ce que le pourcentage donne. On ne peut pas aller à l'examen, donner 100% et quand on commence collège, le niveau n'y est pas et on finit. Après BPC, c'est le même scénario, Bac, c'est le même scénario. On vient même au campus, à l'université, c'est le même constat. Je pense qu'il y a un travail de fil à faire pour quand même permettre, une finalité exact de ce que nous apprenons dans les classes. Voilà. Oui, Gabin Goubi, voilà, il n'y a de richesse que d'hommes, dira l'autre.
de l'investissement. C'est vrai que tout ne pourra pas venir au même moment, mais il faut quand même retenir que des efforts se font. Oui, vous savez, l'éducation, comme le disent certains sachants, est la base de tout développement. Et je pense que l'État, en investissant dans l'éducation, c'est qu'il investit dans le capital humain, parce que c'est la relève de demain, quoi qu'on dise. C'est vrai que c'est l'un des secteurs, tout comme la santé, qui sont difficiles à accueillir certaines réformes. Il faut rester collé à certaines normes au plan international. Il faut, n'est-ce pas, ça nécessite de gros moyens, en fait. Et honnêtement, vous avez commencé à le dire, il y a eu des efforts qui ont été faits. Ce n'était pas évident, cette loi sur l'encadrement du droit de grève. Si aujourd'hui l'on arrive à maintenir les élèves en classe, à avoir une stabilité au niveau de l'année scolaire, eh bien, aujourd'hui, c'est dû au fait à cette réforme-là qui est intervenue, je pense, en 2018, même si ça a suscité beaucoup de grincements dedans. Et depuis que cette réforme est intervenue, vous avez vu que les résultats sont allés quand même crescendo depuis que, au niveau des différents examens. Donc le fait de maintenir les enfants à l'école et de faire en sorte que l'année soit plus ou moins stable, ça permet d'être aux enfants, d'être encore d'avoir un fil au niveau de tout ce qu'ils ont appris et de donner un meilleur rendement aux différentes évaluations et même à l'examen. À cela, il ne faut pas oublier le programme des cantines scolaires. Quoi qu'on dise aujourd'hui au niveau des écoles primaires, c'est une réforme qui permet de maintenir les enfants à l'école et ça suscite un certain engouement même à certains parents d'envoyer les enfants à l'école parce que vous n'avez plus le souci d'assurer peut-être leur déjeuner, et tout au moins, et vous savez que les enfants ont droit à un repas chaud par jour, et cela dès le premier jour de la rentrée. Donc c'est beaucoup d'argent, et le Bénin, d'après les différentes évaluations des institutions internationales du programme alimentaire mondial, le Bénin est passé comme un modèle à la matière, avec ces efforts-là qui sont faits. Et également au niveau des enseignants, je pense qu'il y a des formations qui sont périodiquement organisées, et aujourd'hui, les AME, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est vrai que l'État, on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, on peut se frotter les mains parce qu'on a amélioré leurs conditions à 100%, mais les efforts ont été faits. Aujourd'hui, alors qu'ils étaient à 9 mois, il y a encore 2 ou 3 ans, aujourd'hui ils peuvent être fiers de bénéficier quand même d'un traitement de 12 mois sur 12. Donc d'avoir quasiment des chances, même si ces chances ne sont pas égales avec les titulaires de la fonction enseignante, je veux parler des permanents, ils sont quand même, l'État a rétréci, a restreint un peu le fossé qu'il y avait entre eux, étant donné que c'est des acteurs clés de l'école aujourd'hui, quoi qu'on dise, les AME constituent des acteurs clés de l'école. Et vous savez qu'ils ont également droit à certaines primes pour ceux qui sont quand même dans certaines zones. Je pense qu'il y a eu cette réforme-là qui est intervenue, je pense, en 2023, où on a carrément refait leur situation et aujourd'hui, ils peuvent même bénéficier de l'assurance santé. Ouais. Donc, je pense que c'est important en termes d'efforts, en termes d'investissement, en termes d'impact sur le niveau de l'école. Et objectivement, moi, je me dis que c'est tout cela qui a contribué aux résultats que nous avons obtenus à cet examen-là. Et je l'espère bien que ce sera le cas pour le BPC, dont les résultats sont attendus dans le courant de la semaine, et pour le bac également. Voilà. Oui, Yves-Patrick Loko, une bactérie de réforme, peut-on constater, comme l'a souligné tout à l'heure Gabin Goubi, pour permettre à cette école béninoise de pouvoir redorer son blason d'antan? Oui, absolument. Et quelque chose est fait. Mais on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il faut saluer ce qui a été fait. C'est vrai, les syndicalistes ne seront pas d'accord quand on va saluer l'encadrement du droit de grève qui fait qu'aujourd'hui les élèves ne sont plus laissés à eux-mêmes, sont dans les rues ou sont à la maison alors qu'ils devraient être dans les classes en train de suivre des cours. Donc des choses ont été faites. Gabin a parlé du programme de cantine scolaire, même si les parents doivent apporter un petit quelque chose. Voilà. Donc, il y a une batterie de mesures qui sont prises pour permettre
à l'école de redorer son blason. Il va falloir qu'on souhaite, il est à souhaiter donc que les efforts continuent pour que les problèmes qui existent soient réglés définitivement pour un véritable essor de l'école béninoise, comme vous l'avez dit. Voilà, pour clore avec ce sujet, nous allons parler à présent peut-être de l'orientation, ou si vous voulez, le suivi de ces apprenants, parce que lorsque vous quittez le cours primaire, que vous accédez au cours secondaire, c'est que vous avez franchi une étape. Et donc, parlant de suivi, la responsabilité, que ce soit au niveau des parents, surtout d'abord, la cellule familiale, et après, tout ce qui suit, c'est aussi ça le défi pour la suite, Dieudonné. Bien sûr, le défi, sinon, je pense que le travail qu'il faut faire en amont, au niveau des parents, on doit déjà savoir qu'est-ce que mon enfant désire, qu'est-ce que l'enfant, comment dire, quelles sont ses compétences, ce métier-là dans lequel, ou bien qu'est-ce que cet enfant-là fait déjà à la maison et qui peut déjà inspirer quelque chose dans l'avenir. Donc, lorsque l'enfant commence, il finit le CEP, il va au collège, je peux déjà l'orienter dans un établissement. Je vais je vais déjà remercier le gouvernement dans ce sens. Il y a les lycées agricoles qui sont créés. Mais on doit quand même sensibiliser, continuer davantage à parler aux parents afin de leur dire, bon, c'est pas parce que l'enfant est déjà premier de sa classe qu'il est déjà, bon, il peut déjà aller s'inscrire dans un collège technique. C'est pas parce que l'enfant est premier de sa classe qu'il faut, bon, parfois on dit britannique militaire, quand l'enfant va là-bas et qu'au finish, il ne veut pas faire l'armée, bien vrai, il peut revenir, faire autre chose, mais déjà, peut-être que ce qu'il va faire est derrière, et on l'a envoyé peut-être parce qu'il est le premier au CEP sur le plan national, on l'envoie là-bas. Donc déjà, il y a un travail à faire au niveau des parents, parce que c'est eux qui suivent à 90%, pardon, à 80% les enfants, après le reste, ça sera fait à l'école. Donc, le suivi doit être perpétuel, on doit travailler à cela. Oui, Gabin, Goubi, pour conclure donc sur ce sujet, parlant de suivi de ces apprenants à la nouveau collège. Qui incombe aussi bien à l'enseignant qu'aux parents et surtout aux parents, parce que, quoi qu'on dise, l'enfant passe beaucoup plus de temps à la maison qu'à l'école. Donc les parents ont intérêt à consolider ou à l'école qu'à la maison aussi. On peut aussi le dire ainsi. Au cours de l'année scolaire, c'est vrai que bon, ça fait 8 heures de cours pour le programme normal de la journée, encore qu'il y a certains qui, malgré les décisions du gouvernement, continuent de faire journée continue et bien libèrent les enfants beaucoup plus tôt. Dans tous les cas, les deux entités, que ce soit l'école, que ce soit la maison, doivent quand même veiller à suivre l'enfant, à ne pas le laisser bien aller dans des distractions au détriment de l'éducation. C'est vrai, les deux doivent aller de pair, parce qu'on ne peut pas contraindre quand même l'enfant à être dans les cahiers tous les jours. Il faut travailler à détecter très tôt, comme beaucoup le disent, les aptitudes de l'enfant. Aujourd'hui, vous savez, le gouvernement ne postule pas forcément pour l'enseignement long, comme on le dit. C'est pourquoi on a fait construire, ériger un certain nombre de lycées agricoles, de lycées techniques dans le pays. Donc c'est pour permettre à ce que les enfants qui ont des aptitudes, diverses aptitudes au plan technique, puissent très tôt s'insérer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'enseignement l'on a livré ses limites au fil du temps et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers du concret. Et cela permet à l'enfant d'avoir beaucoup de manœuvres et d'être inséré, d'avoir beaucoup de débouchés pour pouvoir faire autre chose, même s'il se retrouvait par la force des choses au chômage, en dépit des diplômes qu'il aura eu au niveau de l'enseignement. Non. Et aujourd'hui, les exemples ne manquent pas, et vous le savez bien. Donc, c'est également le rôle des parents de détecter très tôt les aptitudes de l'enfant et de l'orienter utilement
pour qu'ils puissent servir la société et contribuer au développement du pays. Oui, Yves-Patrick Lotko, parlant de suivi, j'ai bien envie de vous demander, puisqu'il parlait de la distraction, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans un monde beaucoup plus digitalisé, on parle d'Internet, et voilà, donc avec les jeux, comment fait-on pour pouvoir cadrer ces âmes innocentes, pour paraphraser certaines personnes? Non, il faut le suivi des parents, le suivi des éducateurs également. Nous sommes dans un monde digitalisé, c'est vrai. L'enfant n'est pas fait seulement pour les études, il est également fait pour beaucoup s'amuser. Dans certains pays, on s'amuse beaucoup quand on est enfant. Là, ça développe, mes prédécesseurs ont parlé de développement d'aptitudes chez l'enfant. Peut-être que par là, en touchant aux écrans, en étant connecté, il peut trouver sa voie, choisir son métier, mais l'essentiel c'est d'encadrer. Il ne faut pas qu'il s'abuse tout le temps, il faut l'encadrer. Il existe beaucoup d'études qui démontrent qu'au-delà d'un certain temps passé derrière son écran, ça crée des problèmes. Donc il faut savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas tomber dans les travers. Laisser les enfants s'amuser beaucoup alors qu'ils sont encore enfants. Mais l'essentiel, c'est de les encadrer et de voir également, d'essayer de trouver les attitudes de ces enfants-là pour pouvoir les orienter et également très tôt. On a beau parler des études longues, on va dire sixième terminale de l'enseignement, voilà, de l'enseignement général, oui. Qui a montré ses limites. L'enseignement technique est une voie à priser davantage. Ce qui est sûr, tout le monde n'ira pas vers l'enseignement technique. Il faut toujours des gens pour faire l'enseignement général. Mais l'essentiel, c'est de trouver le juste milieu pour voir ce que l'enfant aime, ce qu'il aimerait faire et discuter également beaucoup avec l'enfant parce qu'il y a des parents qui choisissent à la place de l'enfant. Il faut associer l'enfant au choix qu'il a à faire ou au choix que vous avez à faire pour lui. Voilà qui vient donc conclure ce premier sujet de la rubrique, donc l'hebdo des éditorialistes. Sans plus tarder, nous allons embrayer avec le second sujet. Et vous le savez, je le disais en introduction, l'Assemblée nationale a adopté vendredi 21 juin dernier donc la nouvelle loi organique du Conseil économique et social CES, votée donc par une majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Et donc la nouvelle loi organise le CES en conseil départementaux et en conseil désormais national. Dieudonné, l'un des bouleversements, on pourra dire que les représentants des centrales syndicales ou, si vous voulez, les partenaires sociaux ne font plus partie donc de ce conseil. Évidemment, c'est une loi votée à l'Assemblée nationale qui fait déjà polémique, qui suscite déjà beaucoup de réactions. Vous savez, il est de droit quand même des députés, sinon de la commission des lois à voter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut attendre peut-être l'application, si c'est qu'au fil des jours ou bien au fil des années, on voit que l'application pose problème, on peut toutefois faire marche en arrière. Il y a quand même des lois qui ont été votées ici et qui n'ont pas, dont l'application a posé des problèmes et on a dû revoir. Donc je pense que c'est ce que les centrales syndicales souhaitent d'ailleurs. Quand on voit également la loi, c'est une loi de 92 qui est réactualisée. Les centrales syndicales disent que non, quand même, quand ils parlent d'insuffisance, normalement, la loi, comment on dit, qui est votée, ça doit quand même prendre en compte les réformes engagées par le gouvernement en place, le régime en place. Mais c'est le contraire. On a constaté qu'il y a exclusion.
Vous savez, quand on parle des centrales syndicales, ils sont des partenaires sociaux. CES, c'est Conseil économique et social. Et dit que ceux-là vont... Je ne vous coupe pas, mais il y a l'un des députés qui disait c'est pas parce qu'on a des sociales que forcément, parce qu'il avoir la connotation, attention, vous savez, la constitution des autres membres, il faut partir également de la société quand même. Il faut quand même que déjà on puisse faire les polémiques, corriger ça. Bon, je sais que le chef de l'État, il a le dernier mot, il va agir dans ce sens. Il va peut-être soit accorder aux centrales syndicales ou soit, bon, ce qui est sûr, ça fait polémique et c'est à prendre en compte, sinon ça peut dégénérer autre chose après. Oui, Gabin Goubi, on peut le constater, hein, une loi votée à l'Assemblée nationale, on peut dire que cela s'exécute, il disait, à l'aune de l'expérimentation de cette loi, on peut tirer des conséquences, des enseignements et revenir en arrière, mais jusque-là, on peut dire que il y a une volonté quand même de faire bouger peut-être des choses compte tenu d'une certaine expérience vécue par le passé. J'ai suivi un peu les débats au Parlement, j'ai suivi le rapport produit donc par la Commission des droits de l'homme, de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, par rapport à ce qui n'aurait pas marché. Parce que, vous savez, le Conseil économique et social, ça fait 30 ans déjà que l'institution existe. Donc, on a dû faire le bilan pour remarquer que l'institution est moins visible. Elle est totalement tombée en désuétude par rapport à certains défis qu'elle doit relever. On ne la sent pas assez dynamique. C'est une institution qui a tendance à devenir pratiquement un organe budgétivore. Donc, une institution qui a commencé à peser sur l'État, étant donné qu'elle n'a que des avis consultatifs. On ne sait pas réellement ce qui se fait là. Et donc, moi, par rapport à cela, je me dis effectivement, quand on lit, beaucoup se demandent, qu'est-ce que le CES fait réellement? Quelle contribution l'institution apporte au développement ou à la gouvernance des pays? En termes de conseil, moi, je ne dirais pas forcément que la faute est aux hommes. Est aux hommes. C'est peut-être par rapport à la loi qui a été, la loi organique qui régit donc l'institution. Et par rapport à ça, je trouve que le diagnostic n'est pas totalement faux. Maintenant, par rapport à la composition, moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette option faite par les députés d'exclure, n'est-ce pas, au moins les partenaires sociaux. Parce que dans le même temps, on se permet de faire la part belle aux représentants du patronat qui sont dans l'institution. Vous savez, le patronat, c'est ceux qui représentent les employeurs. Donc, il faut quand même que les employés aient voix au chapitre. Et nous, au niveau du quotidien, le matinal, et au lendemain du vote de cette loi-là, nous avons tendu nos micros à quelques responsables de centrales et confédérations syndicales. Bien évidemment, ils sont déçus, étant donné qu'ils ont d'ailleurs tiré sur la sonnette d'alarme. Quand on agit sur le nombre et on réduit le nombre de conseillers au niveau du CES, tout au moins l'organe central, et on crée quand même d'autres postes au niveau départemental, pardon. Je ne sais pas réellement, moi je reste sur ma faim, je ne sais pas réellement. Rester peut-être plus proche également. C'est l'idée, mais je vois comment tout ça là va s'opérationnaliser. Et parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'on a créé juste des postes pour contenter des acteurs politiques, pour mettre, n'est-ce pas. Mais ce ne sont pas que des acteurs politiques, parce qu'on a parlé, c'est tout un ensemble, que ce soit en termes d'artisans. Je ne sais pas si c'est la meilleure thérapie quand même pour rendre l'institution plus dynamique et plus visible. J'attends de voir. Mais cette option, n'est-ce pas, d'écarter les partenaires sociaux tout au moins, et leur concéder peut-être 1 ou 2 sièges, je pense que moi, ça n'enlève rien à la crédibilité et même à la légitimité de l'institution. Oui, et Yves Patrick Loko, lorsqu'on voit l'institution, c'est vrai, pour les arguments qui ont été donnés par les initiateurs d'un tel projet, c'est que les partenaires sociaux sont également déjà représentés dans d'autres instances de négociation et tout. L'objectif, c'est de rapprocher donc ce conseil social également vers les départements et afin de faire un tout. Et on constate que
les partenaires sociaux, comme vous les appelez, les représentants des fêtières des syndicats, c'est-à-dire les responsables des confédérations et centrales ne sont plus, enfin, si on s'en tient à ce qui a été voté comme loi ou a été fait comme relecture de cette loi de 1992 là, c'est que désormais, on n'aura plus de représentants de syndicats. C'est vrai également qu'ils ont demandé et qu'ils ont fait un appel à Patrice Talon, le chef de l'État, pour une seconde lecture de cette loi-là. Est-ce qu'il va accéder à leur demande? On ne le sait pas. Mais si cela ne tenait qu'à moi, au lieu d'enlever juste des syndicalistes, et aussi, je crois, les représentants des fédérations sportives, parce qu'ils sont également membres du Conseil économique et social, j'aurais bien voulu qu'on enlève cette institution-là de notre, des institutions de la République, des institutions de la République, l'enlever parce que, oui, sa dissolution, parce que, en fait, c'est des avis consultatifs que cette institution-là donne. Un avis consultatif, on est... Qu'il faut quand même pas négliger. Voilà, ben, on suit un avis où on ne le suit pas si c'est consultatif. On a parlé des écoles qui sont encore mal loties à certains endroits de notre pays. Peut-être que ce budget consacré au Conseil économique et social pourrait servir à cela, doter des écoles d'infrastructures. C'est des questions que je me pose et je me dis qu'il y a quelque chose derrière qui est anguille sous roche, parce que ce n'est pas tant la présence des syndicalistes encore qu'ils proposent des choses, hein, et même le Conseil économique et social également, on constate que parfois ils appellent même, j'ai déjà assisté à des séances plénières où des associations, par exemple de lutte pour l'environnement, ont été appelées à expliquer l'utilité de leur action. Donc, le Conseil économique fait des choses. Maintenant, dégager les responsables des fêtières, des syndicats, je crois que la manœuvre a été mal négociée du côté de l'Assemblée nationale. Oui, Dieudonné Soulabi, il y a quand même ce qu'on appelle le bénéfice du doute, parce que c'est vrai, lorsqu'on fait un bilan de ce conseil, comme vous l'avez notifié sur ce plateau, on comprend que l'institution en réalité, on se demande mais ce à quoi elle sert. Mais pour ces différentes remarques, on peut se tabler par rapport à ce qui est proposé pour dire, bon, faisons peut-être une autre expérience, le temps de voir. Je voudrais parler, lorsqu'on a fini de parler des syndicats qui sont exclus, mais la nouvelle constitution. Oui, la nouvelle constitution, il faut dire, est-ce que c'est ça qui va régler le problème? Moi, je pense qu'il fallait peut-être revoir le nombre, comme l'a dit Gabin, il fallait revoir le nombre de représentants au sein du CSC. Essayer aussi de toucher à d'autres aspects tels que, comment on appelle, la représentation départementale, j'allais dire, il faut peut-être revoir ça. Sinon, moi, à mon avis, le problème de visibilité, c'est pas quand même dû au fait que les syndicalistes y sont ou pas. Ça, c'est au niveau de la communication. Et si l'institution n'a pas les marges de manœuvre pour y arriver, je pense que le problème va toujours se poser. Et parlant également de visite, moi j'ai eu quand même cette chance d'avoir de participer à un atelier organisé par CES bien sûr, et il parlait de ce que quand on vote, avant le vote du budget national, il y a l'avis, comment on appelle, des différents représentants des syndicaux, et autres, qui donnent leur avis. Je pense que quand on dit aujourd'hui qu'on va revoir la loi organique, qu'on va exclure ces acteurs clés, quand même, qui travaillent, le confrère Patrick vient de le dire, il y a
comment on appelle, ces travailleurs qui sont affiliés à ces centrales syndicales. Et ils savent ce qu'ils vivent. Et c'est à eux d'aller dire quand même, lors de la consultation des différents budgets, de dire voilà ce qu'il faut faire, il faut réajuster, il faut tenir compte de tel aspect. Sinon, je pense qu'on va toujours revenir à la même case de départ et les mêmes problèmes vont vont toujours demeurer. Oui. Et on n'aura pas les résultats attendus. Voilà. Oui, Gabin Goubi, on peut le dire aussi quelquefois, parce que vous n'êtes pas sans savoir, toute réforme ça crée quand même assez de résistance par moment. C'est nouveau, acceptons le fait. Et peut-être, est-ce que c'est le moment de dire que tout ce qui est proposé est fait contre les syndicats en réalité? Non, vous savez, c'est vrai que l'homme n'est pas nature réfractaire aux réformes. Ce que moi je dis simplement, c'est qu'on n'aille pas donner raison aux syndicalistes dans l'implémentation de la loi, dans la déclinaison des choses. Parce que j'ai entendu dire quelque part une disposition de la nouvelle loi organique et qui fait obligation au président du CES d'aller faire des comptes, d'aller se présenter à la plénière du Parlement pour périodiquement, peut-être à l'ouverture de chaque session, dire ce que fait l'institution. Enfin, que ce ne soit pas un appendice du pouvoir, en fait. Parce que, quoi qu'on dise, le président de l'institution sera issu des représentants qui viennent du sérail politique. Donc, il ne faut pas politiser l'institution au point de plomber les performances. Parce que ce qu'on oublie de dire souvent, le fait que ces institutions-là sont composées de personnes qui viennent du cercle politique, ça les rend redevables d'une manière ou d'une autre de ceux qui les ont nommés. Et il faut en parler. Donc, c'est aussi le cas au niveau de la HAC aujourd'hui. Donc, c'est le moment. Moi, je fais le plaidoyer, même s'il y a cela 2 ans, je crois, en 2022, on a déjà touché à la loi organique de l'institution. Mais ça c'est juste pour prononcer le renouvellement, de donner la possibilité de renouvellement du mandat aux représentants. C'est l'occasion également de faire en sorte que, puisque le diagnostic qui a été fait de mon point de vue au niveau du CES est valable également pour la HAC. Parce que la HAC a déjà passé 3 décennies, et bientôt la 7e mandature sera mise en place. C'est l'occasion également de faire en sorte d'agir sur la composition de l'institution, parce que c'est ce qui a été fait au niveau du CES, c'est ce qui a été fait au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est l'occasion également, puisque nous sommes, et que la HAC est également à la croisée des chemins, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de poser les vrais problèmes, d'agir, n'est-ce pas, sur la composition de l'institution. Pourquoi pas ne pas donner plus la chance aux techniciens, ceux qui maîtrisent réellement la corporation, le métier, pour que véritablement on puisse mettre les vrais acteurs au niveau de l'institution. Nous sommes tenus par le temps, presque à la fin de cette rubrique. Rapidement, Yves Patrick Loco, pour conclure sur le sujet avant qu'on descende de ce plateau. Non, je constate que moi je ne crois pas je n'ai pas foi qu'il y aura une deuxième lecture de cette loi. Et également, c'est les syndicats seuls qui font en griffe un peu de bruit par rapport à cette éviction-là. Les autres représentants d'autres corps qui ne feront plus partie n'ont rien dit. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire des actions concertées? Je ne le sais pas. Mais bon, si la deuxième lecture demandée peut prospérer... Mais pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps procéder par la résistance? Et si la loi a été votée au Parlement, c'est aussi là-bas que ça se fait, même si on peut parler... Dans tous les cas, on sera tenu dès que la loi sera promulguée. Avec les avis, enfin, avec les informations qu'on a eues, c'est que les syndicats ont rencontré, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois au Parlement. Bon, ils ont parlé, ils ont essayé de faire du lobbying, ça n'a pas marché. Donc, on peut dire que le vin est tiré, il ne reste qu'à le boire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir donc sur ce sujet, parlant donc des réformes au niveau du Conseil économique et social.
On attend de voir comment tout ceci va se terminer puisque l'action se poursuit. Mais avant ce sujet, nous avions abordé, analysé, commenté les résultats du certificat d'études primaires qui sont tombés depuis jeudi dernier. Merci donc de nous avoir prêté une oreille attentive, chers confrères. Merci. Je rappelle qu'il y avait eu sur ce plateau Yves-Patrick Loco de la SRTD. De Radio Bénin. De Radio Bénin. Tout simplement. De Radio Bénin. Il y avait eu également Dieudonné Solabi du quotidien Challenge et puis Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci donc de nous avoir prêté une oreille attentive. Retenez que dimanche, c'est politique se poursuit.